And the final film on my, alphabetically, on my top 20 list is M. Night Shyamalan Ding Dong's Unbreakable. If you pull that trigger, that bullet is just going to bounce off me and I'm not going to be hurt. But then I'm going to go upstairs and I'm going to pack and I'm going to leave. Which I actually think, one, not only has Bruce Willis's best performance on film that he's ever given. I think he's absolutely magnificent in the film. It also is a brilliant retelling of the Superman mythology. In fact, so much so that to me the film was very obscure when it came out as far as what it was about. I actually think they did themselves a disservice, because you can actually break down what the film was about by basically one sentence that I think would have proved far more intriguing than their ad campaign, which is basically, what if Superman was here on Earth and didn't know he was Superman? I've never been injured, Elijah. What am I supposed to do? Which is what the film is about. Of course, you don't know that until you see the movie. Anyway, Unbreakable is, I actually think, one of the masterpieces of our time. Original idea for Unbreakable come from and propelled you to write it? I guess during post-production for The Sixth Sense? Yeah, when I was editing Sixth Sense, I was writing Unbreakable. Originally it was a plane crash and a guy survives, and then is told, someone says, I think you might be a real-life superhero, but then I put it into a train, because I love trains, and I felt it was more comic booky for me, and then it felt more reasonable that he would survive without a scratch, and so could be dismissed as luck. But then Elijah's character, comes to him and says, "No, I think you might be a superhero." So this idea of a regular person who doesn't have anything to do with superheroes in a world that doesn't exist is told, hey, these fake things in comic books, I think they're actually based on people like you. There was at that time, really no comic book movies that had ever come out, and it was a silly thing to make a movie about. It just felt very confusing, I think, for the studio at that time. And it was seen as a fringe element of the movie, that this is about comic books. So, oh, those are those weirdos that hang out at those conventions. And again, back then there was just Comic-Con, and it was very niche at that time, and people weren't aware of it, and it was more cult-like kind of stuff. So they said, let's not make this a cult subject movie. So let's sell it more as a general thriller. We're never going to mention comic books, superheroes, any of that. So then that meant you couldn't even do the main plot of the movie, because that's the plot of the movie. Hey, I think you're a real-life superhero. That couldn't be said in the ads. So it was a really weird and ironic time that the thing that dominates the film industry now, it was the one thing they were running from. They thought that was the least commercial element of the film. So really, obviously, times have changed a great deal. Quand tu t'imagines que ce film-là est parti d'un plan, parti tout juste d'un plan là, vous voyez ce plan-là qui apparaît sur l'écran, ce plan magnifique, ce dessin magnifique de Alex Ross sur son comics génial que je vous recommande, qui s'appelle Kingdom Come, qui avait été écrit par Mark Waid et qui avait été dessiné et illustré par ce génie qui est Alex Ross, qui est un peu, pour moi, l'un des plus grands, peut-être même le plus grand dessinateur de l'histoire du comics, parce que la manière dont lui dessine ses comics, il les dessine de manière mystique, mythique, et cette photoréalisme est assez incroyable. Et Kingdom Come, c'est quelque chose que je vous recommande énormément, pour voir souvent les plus belles histoires de Superman jamais écrites et dessinées, si vous voulez. Et ce plan-là, que M. Night Shyamalan, le jour où il avait découvert ce comics-là, c'est de ce plan-là qu'il est venu l'idée de créer ce chef-d'œuvre incroyable qu'est Unbreakable. Comme vous pouvez voir là, comme vous pouvez voir un peu sur cette introduction-là, qui est l'introduction un peu de M. Night Shyamalan pour la réédition de Kingdom Come, où il expliquait justement comment ce plan a inspiré pour avoir l'idée de créer Unbreakable. Et comme je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon premier sujet, mon tout premier sujet de la page, mon tout premier sujet, c'était un sujet sur Andromeda. Et avec le temps, je ne suis pas un peu satisfait de ce que j'avais raconté à l'époque. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire vraiment
sujet un peu plus approfondi. Et parce que c'est mon préféré de tous les temps, mais pour moi, c'est le plus beau film jamais fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne refaire un peu une review un peu avec beaucoup plus de profondeur un peu sur ce dont je voulais parler déjà à l'époque. Meilleure review un peu de ce film-là, parce que Unbreakable, c'est pour moi, c'est subjectif, hein, c'est le plus beau film de tous les temps. C'est celui que je regarde tout le temps, c'est celui qui m'a marqué le plus émotionnellement, c'est celui qui m'a construit. C'est pour ça que chaque fois, souvent, que les gens me parlent de films de super-héros, genre super-héroïque, certains diront, ah ouais, The Dark Knight, oh ouais, le MCU. Moi, je leur dis toujours, allez regarder ce Unbreakable là. Allez regarder ce Unbreakable là. Il était non seulement en avance sur son temps, mais il est au-delà de tout, il est poétique. C'est le plus beau film que M. Night Shyamalan n'a jamais fait de sa vie. Lui qui a un peu, à un moment donné, pestiféré, mais on ne sait pas où se placer un peu dans sa filmographie, où il y a à boire et à manger. Parfois il y a du chef-d'œuvre, parfois il y a des trucs où tu lèves les yeux comme ça, tu dis bon, parce qu'il frôle entre le génie et il frôle souvent entre le génie et le ridicule. Le réalisateur là, c'est parfois il a des œuvres qui sont géniales, comme ceux que vous voyez là, Village, Six Sense, même son premier film, La Praying with the Anger, qui est un film presque autobiographique un peu. Et il y a des films un peu qui passent moins. Je pense à The Happening, je pense à la jeune fille de l'eau, et je pense à Avatar. Bon, Avatar, il ne l'avait pas écrit, c'était plus un projet de Will Smith. Bon, ça, je peux lui pardonner même et tout. Mais en général, c'est un peu ça la carrière de ce gars-là. Mais Unbreakable reste vraiment l'œuvre la plus aboutie du gars. L'œuvre la plus aboutie, et surtout il n'avait pas été super bien accueilli à l'époque à sa sortie. Quand il était à la sortie, comme vous l'avez pu le voir un peu sur l'introduction que j'ai pu le faire, à l'époque où il était sorti, c'était assez confus. Déjà à cette époque-là, les films de ce genre, les films sur les personnages de super-héros, n'étaient pas vraiment quelque chose que les producteurs d'Hollywood aimaient miser. Il n'était pas du tout là-dedans. C'est vrai qu'il y avait les réussites un peu de Superman dans les années 70 et la réussite aussi des Batman de Tim Burton. Mais globalement, ce genre de film-là n'était pas abordé un peu de manière joyeuse un peu par les producteurs, qui en trouvaient un peu que bon, ce sont des trucs d'enfants, ce sont des trucs pour les weirdos, ce sont des trucs pour les outsiders, ce genre de trucs-là. Dans les autres ne misaient pas beaucoup sur ça. Et Unbreakable, dans cette idée justement que M. Night Shyamalan voulait faire ce film de super-héros, c'est tellement en avance sur son temps. Déjà même dans l'approche des films qu'on va voir après, parce que quand je vois un peu ces films-là, comme je vois même The Dark Knight, quand je vois Logan, quand je vois Defender, qui est un peu un film un peu plus obscur, un peu que j'essaierai de vous en parler un peu et tout là. Quand je vois tous ces films un peu de super-héros plus ou moins réalistes et plus ou moins, comme ils disent, un peu edgy, avec ce ton un peu sombre, avec ce ton un peu très réaliste, très dramatique un peu, Unbreakable était le premier. Il y a même un film italien aussi qui s'inspirait aussi de ça, Jig Robot. C'était très génial, hein, ce film italien-là. C'était sorti il y a quelques années et tout. Le réalisateur italien qui aimait ça, il disait que c'est Unbreakable qui l'a énormément influencé pour faire son film Jig Robot, qui est un très beau film aussi. Très, très, très beau film. Je pourrais aussi ajouter la série Smallville. Je pense que la série Smallville a aussi été inspirée par Unbreakable, même si il n'y a pas vraiment, j'ai cherché s'il y avait des informations qui le confirmaient, mais quand je vois souvent certains éléments de la série, je me dis souvent, est-ce qu'ils n'ont pas aussi
piqué un peu dans le film là, parce que quand tu vois Smallville, même si quand je lis les informations, hein, c'était le plot qui avait permis vraiment le développement de la série, comme les deux créateurs là, comme ils s'appellent, Alfred Good et Miles Millar, ils s'inspiraient et ils avaient pris le plot par rapport au film de Schwarzenegger là, avec James Caan là, Eraser, qui était dans les années 90, où c'était un personnage qui avait une certaine forme de stature et tout. Et comme vous le voyez écrit là, ils essayaient de stripper, faire un film sur l'adolescence de Clark Kent et de le stripper de sa capacité de voler et de trucs qui pouvaient seulement avoir une force et courir vite. Et on était aussi avec un personnage qui était un questionnement sur sa place sur Terre. Pourquoi il est venu sur Terre? Pourquoi il est là? Comment dire, un peu comme un peu le personnage de David Dunn qui est dans un questionnement sur le sens de sa vie. Et aussi, je mettrai un spoiler sur ça. Si vous voulez pas regarder cette scène-là, vous pouvez couper là ou sauter la vidéo et vous le regardez après parce que c'est un spoiler un peu du film que je vais faire là. Spoiler, quand je regarde la dernière saison de Smallville et la scène de fin, pas la scène de fin, mais le dernier épisode avec l'apparition de Lex Luthor là, ces dialogues-ci. The story hasn't been written yet, Kal-El. And every villain is only as great as his hero. You see, that all relies on you saving us from the coming apocalypse. You know about Darkseid? You really think I just read the cliff notes of the Veritas journals? They foretold of a chosen savior. The light that will inspire this world out of darkness. You're the light, Clark. Only you hold the power within you. I'm not so sure that Clark Kent can save the entire world on his own. He can't. But we both know who can. I'm sorry I couldn't save you, Lex. Qui sont très ressemblants au dialogue qu'on voit dans Unbreakable aussi. We know who you are. I know who I am. I'm not a mistake. It all makes sense. In a comic, you know how you can tell who the arch villain's going to be? He's the exact opposite of the hero. And most times they're friends like you and me. I should have known way back when. You know why, David? Because of the kids. They called me Mr. Glass. Qui est la scène de fin. Je me dis, ah, vous avez aussi sûrement checké aussi pour l'idée un peu de la confrontation entre les deux personnes, vous avez un peu checké aussi un peu Unbreakable. Même s'ils l'ont pas vraiment confirmé, mais mon intuition me dit, quand j'ai regardé surtout ces dialogues-là, j'ai dit, ah non, ça ressemble trop à la fin de Unbreakable, là. Je me suis sûr qu'ils ont au moins checké ou tout. Mais bon, c'est peut-être une supputation, peut-être je fais des supputations. Mais parfois, il y a longtemps, quand je regarde Smallville et maintenant avec un peu l'œil un peu plus adulte, je me dis, moi, est-ce qu'ils n'ont pas regardé aussi un peu le film là? Ça m'étonnerait pas. Et dans ce film-là, qu'est-ce qu'on raconte un peu? C'est l'histoire d'un personnage, David Dunn, qui est un chef de sécurité, dont le couple bat de l'aile et dont qui est aussi réussi à survivre un accident de train. Dans cet accident de train-là, il est le seul survivant. Et fait encore marquant, en étant le seul survivant, il se rend compte qu'il n'a ni égratignure, il n'a absolument rien sur lui. Et le jour un peu des funérailles un peu des victimes, un peu
des victimes de cet accident de train-là, on lui laisse une carte pour savoir s'il a été déjà malade. Et il pose la question à son entourage, notamment à sa femme, à tout le monde aussi, s'il a déjà été malade. Il se rend compte qu'il n'est pas malade. Il part se rencontrer alors un personnage qui s'appelle Elijah Price, joué par Samuel Jackson. Et ce personnage-là, qui est un collectionneur de comics, pas forcément un collectionneur de comics, mais on dirait même beaucoup plus ça. Lui, c'est quelqu'un qui prend un peu les comics un peu comme de l'art, un peu. C'est comme un collectionneur d'art de comics, on va dire un peu comme ça. Et il propose un peu cette théorie à David Dunn que pour lui qui est né avec les os et la santé fragile et surtout les os qui sont très très fragiles et qui se cassent, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre individu de l'autre côté qui serait beaucoup plus fort, beaucoup plus indestructible et que ce genre de gars serait un super-héros qui ne sait pas qu'il l'est en fait. En gros, le speech allait bidon, comme je vous le raconte là. Ça allait d'un truc que tu as l'impression que c'est un enfant de 5 ans qui a écrit le scénario. Mais quand tu vois la réalisation, la maestria et surtout le jeu d'acteur incroyable. Je pense que Bruce Willis, comme vous l'avez entendu, Bruce Willis, c'est son plus beau rôle. Samuel L. Jackson, je suis convaincu que c'est son plus beau rôle qu'il ait jamais fait au cinéma. C'est son fucking plus beau rôle. Je pense à égalité avec son personnage de Stephen dans Django. Je pense que c'est les deux plus grands rôles qu'il ait jamais fait. Dans son immense et longue carrière, Unbreakable est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qui a compris en quoi même est l'essence même des comic books de super-héros. Il a compris l'essence même de comment écrire. Déjà, par le thème même déjà qui répond même déjà à Shyamalan. Parce que Shyamalan, comme je vous ai dit, je sais pas, j'avais déjà fait ça une vidéo auparavant, que les réalisateurs en général, ils ont un thème qui revient beaucoup plus dans leur cinéma. Par exemple, quand on voit Darren Aronofsky, on voit beaucoup plus chez Darren Aronofsky un peu le thème de l'obsession. Chez Shyamalan, c'est le thème de la foi. Quand vous regardez tous les films qu'il a fait, que ce soit Pray with Anger, déjà même le titre, Pray with Anger, c'est déjà une fois, Wide Awake qui était aussi sur la foi, Sixième Sens, Signe, le personnage joué par Mel Gibson qui perd la foi et qui retrouve la foi à la fin du film. Il y a toujours quelque chose, même quand tu regardes ce qui va être après la suite d'Unbreakable Split, le personnage de Kevin Wondercrom qui a aussi une foi, une certaine identité et tout. Tous les thèmes des films de Shyamalan tournent autour de la foi. Tout autour de la foi. Et c'est aussi pareil avec ce film. Le film qui le met le plus en avant, qui le met le plus, c'est Unbreakable. Parce que Unbreakable parle de l'histoire justement d'un personnage qui est un peu sans but, qui se retrouve un peu sans but, qui est David Dunn, qui est un peu malheureux dans sa vie de tous les jours. Non pas qu'il n'est pas parce que il n'a pas une vie exceptionnelle, hein, mais il a une femme, des enfants, il a une femme, un enfant et tout, mais il n'accomplit pas véritablement la destinée à laquelle il est. Ce qui est d'un gars qui utilise justement ses énormes capacités pour protéger les autres, tout. Et aussi, de l'autre côté, le personnage qui, même pour moi, parfois, je pense même parfois que c'est le personnage principal même, le personnage d'Elijah Price, qui est un personnage énormément torturé. Bon, je sais pas si je vais spoiler ou pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu le film, je vais ne pas spoiler le film, on va dire comme ça. Le personnage d'Elijah Price, qui pour moi aussi est le plus beau personnage aussi du film, hein. Je pense même c'est même peut-être le plus beau personnage, dont l'introduction fait toujours mal au cœur quand tu vois ce bébé qui est né avec les os qui cassent facilement et qui il a grandi un peu avec ce traumatisme-là au fur et à mesure de sa vie. Et il a développé une certaine forme de très forte intelligence, une passion pour les comics. Ce gars aussi, il a aussi en quête aussi de trouver des réponses dans sa vie, surtout pourquoi il est né avec une maladie pareille. Et
tout le film ne parle que de ça. Parce que quand tu regardes même aussi les interviews de M. Night Shyamalan à l'époque, c'était M. Night Shyamalan à l'époque quand il avait réalisé ce film-là. C'était après le succès de Sixième Sens. Et c'était aussi une période de sa vie où il ne savait pas où sa carrière allait diriger. Et quel type de réalisateur il était. Il était aussi confus et ça se ressent un peu dans l'écriture des personnages, notamment de David Dunn et d'Elijah Price, que comment il s'appelle? M. Night Shyamalan vivait aussi ce genre de frustration-là. Il vivait ce genre de frustration. Je l'ai vu dans plusieurs interviews où il en parlait, où justement le succès de Sixième Sens l'avait tellement fait peur qu'il ne savait pas la peur du doute, la peur de d'échouer par rapport à son premier, la peur de tomber dans l'oubli après avoir eu un gros succès comme comme Sixième Sens. Dans tout ce thème-là, on se retrouve un peu dans le film. Mais qu'est-ce qui était aussi génial? La manière aussi dont il a d'introduire les éléments un peu de comics un peu. Par exemple, quand on voit le nom du personnage, David Dunn, ça fait des doubles initiales, comme un peu quand tu vois un peu les initiales de Matt Murdock, de M, Peter Parker, de P, de Spider-Man, Bruce Banner, de B. Ces petits trucs, la confrontation entre le héros et le vilain est toujours un truc entre un héros euh, qui a soit des cheveux et un vilain qui est soit rasé, ou bien l'inverse. C'est toujours un peu comme ça. Le vilain qui a peut-être des vêtements plus collés sur son corps, ou le héros qui a des vêtements beaucoup plus amples. Il y a toujours ces comment on appelle ça, ces dichotomies entre les deux personnages. Il a su bien l'intégrer. Le code de couleur, un peu qu'on peut voir, le code de couleur que tu peux voir un peu sur le personnage de David Dunn qui est le vert, qui entoure son truc. Le code de couleur que tu peux voir dans le personnage de Elijah qui est le violet. Et ensuite encore quelque chose qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. La manière dont il a introduit subtilement un peu son effet kryptonite. La kryptonite un peu du personnage de David Dunn, c'est l'eau. C'est l'eau qui l'empêche de pouvoir vraiment détailler ces trucs. Et c'est pour ça que même quand tu regardes même ce fabuleux plan, parmi les plans c'est ça qui est genre même dans ce film-là, même les plans des scènes coupées sont fabuleuses. Il y a ce plan génial là, après qu'il ait survécu à, après qu'il ait survécu à son accident et qu'il n'avait pas été retenu dans le film et tout, que je vois toujours, et qu'il commence à ouvrir la baignoire et qu'il y a l'eau qui se coule autour de lui et qu'on le voit pleurer. J'adore beaucoup la symbolique quand tu te rends compte après que dans le film, c'est sa kryptonite, c'est l'eau qui le rend faible, c'est l'eau qui le rend fragile, c'est l'eau qui le rend vulnérable, et la manière dont il arrive à exprimer vraiment sa vulnérabilité à ce moment où il touche l'eau. Je ne sais pas, c'est absolument superbe. Mais il n'a pas gardé ce plan-là dans le film. Il y a beaucoup de plans géniaux là, qui n'ont pas été gardés dans le film. Il y a des plans géniaux qui n'ont même pas été gardés dans le film. Et tu te dis, mais ça veut dire ce film était gorgé de bijoux, de trucs que moi, je, je ne sais pas, je ne sais pas comment décrire un peu ce que c'est ce truc-là. Parce que même les scènes coupées sont géniales. Même les scènes coupées, tu te dis, merde, il pouvait même encore ajouter ça, il pouvait même encore ajouter ça. Donc, c'est ça. Mais pourquoi moi, ce film-là m'a parlé et tout? Ben, pour moi, je pense, et je suis pas le seul, hein, je pense pas que je suis le seul à avoir ressenti ça en regardant ce film-là. Je dois vous avouer d'abord que, je ne suis pas vraiment un gaga fan de super-héros et tout. Je suis quelqu'un qui connaît très bien la bande dessinée et qui connaît assez bien aussi les films les comic books. Comme je vous l'ai dit, on a travaillé avec mon ami Pape Soulé dans un manga qui s'appelait Oblivion Rouge. Et bon, je vais aussi un peu vous annoncer un peu ça. Je travaille en ce moment aussi sur ce comics là avec un ami qui s'appelle Pierre Petit, le truc qui s'appelle là, Rhino Jack. On est en train de travailler dessus. Je travaille sur le scénario de ça, donc les comics, les mangas, la bande dessinée, c'est quelque chose que je connais aussi, fondamentalement. Mais les personnages de super-héros, c'est pas vraiment les personnages qui me bottent, en général.
les films, les comic books et tout. Je regarde beaucoup, hein. Je connais les histoires, hein. Je sais qui est Grant Morrison, All Star Superman, je connais tout, un peu les délires. Pas croire que je ne connais pas, mais en général, j'aime pas beaucoup regarder ça parce que j'aime beaucoup plus regarder des histoires réalistes mais qui me rappellent mon quotidien, qui rappellent aussi mes réalités et généralement aussi des situations que je vis dans la vie de tous les jours. C'est pour ça, par exemple, que je suis quelqu'un qui aime beaucoup William Eisner, des œuvres de William Eisner et qui aime beaucoup aussi les œuvres d'Harvey Pekar qui parlent vraiment du quotidien de tous les jours. Donc, Unbreakable, pourquoi j'ai relayé à ça? Parce que Unbreakable parle vraiment de l'homme de tous les jours, en fait. L'homme de tous les jours et de sa problématique qu'on a, genre, parce que la problématique universelle que la plupart des gens ont, c'est chercher un sens à sa vie. Et à l'époque où je regardais ça, je dois vous avouer que c'était pas à l'époque, parce que je l'ai vu la première fois à l'âge de 12 ans, ça m'avait traumatisé. La première fois que je l'avais vu, ça m'avait traumatisé parce que, bon, la fin m'avait traumatisé. Pour ceux qui connaissent comment le finit le film, la fin m'avait traumatisé parce que je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Mais après, à une époque aussi, je pense en 2009. En 2009, c'était pas une période très agréable personnellement dans ma vie. Et je dois l'avouer, je l'ai jamais avoué. Genre, j'étais à deux doigts du suicide. Suicide. Et à un moment donné, je me rappelle, on va dire, de quelques moments où je pensais déjà vouloir me suicider. Ce film-là passait à la télé. Ce film-là passait à la télé. Je sais plus c'était dans quelle chaîne. Je sais pas si c'était dans Ciné-Cinéma ou quelque chose comme ça. Je me rappelle la chaîne Ciné-Cinéma, je pense. Ça passe à la télé. Et quand ça passe à la télé, je dis, ah ouais, le film que je regardais quand j'avais 12 ans et qui m'avait traumatisé, que j'ai jamais pu revu parce que ça m'avait traumatisé. Et maintenant, je le regardais pour la première fois avec les yeux d'adulte. Les yeux de jeune adulte, on va dire, de jeune adolescent, jeune adulte, voilà. Et quand je le regardais, je me disais, waouh, attends, c'est de ça que ça parle le film, parce que j'avais pas compris à l'époque c'est de quoi ça parlait. J'avais l'impression que c'était plus comme un film d'horreur, en fait. Et j'étais petit, hein, à l'époque où je l'ai vu, j'avais 11 ans, 12 ans la première fois. Et la deuxième fois, je les regarde, je vois le personnage de David Dunn, ses problématiques, et il ressentait exactement ce que je ressentais. C'est-à-dire ce sentiment, et c'est même le personnage d'Elijah aussi, ce sentiment de ne pas être, de ne pas être, de ne pas savoir pourquoi il est sur Terre en fait. Pourquoi il n'a pas, quel est le sens à sa vie, quel est le sens de sa vie, quel est le sens de sa vie. Et ce film-là m'a redonné l'espoir à la fin. Parce que justement le personnage arrive à trouver ça, comme le personnage aussi d'Elijah. Comme le personnage aussi d'Elijah Price. Bon, je vais faire vraiment une partie spoiler, parce que je pourrais pas ne pas le truc. Donc ceux qui ne veulent voir le film, qui aillent le regarder et qui stoppent la vidéo là et ils reviennent après à la vidéo et tout, parce que là je vais faire une partie spoiler, carrément, je vais commencer à décrire le film. Puisque comme on découvre un peu que le personnage d'Elijah Price est celui qui avait fait, qui est un peu le méchant du film, quelque part. Bon, quand tu vois la cover avec le recul maintenant, tu peux comprendre un peu que oui, c'était un peu lui. Le méchant un peu du film. On découvre qu'à la fin c'est le méchant du film un peu et tout. C'est ça qui m'avait traumatisé quand j'étais petit. Et que le personnage d'Elijah Price, qui lui aussi vivait ce traumatisme d'être né avec une maladie rare et de pas comprendre le type, de comprendre que son destin c'est d'être justement un vilain et tout. On a un sentiment aussi d'apaisement de voir quelque part ce psychopathe-là avoir trouvé aussi un sens à sa vie alors. Et c'est de ça que le film parle. Et quand je vois que M. Night Shyamalan était dans ce mindset, et quand je vois l'impact qu'il a eu dans les gens qui l'ont regardé, parce que la plupart des gens qui l'ont regardé, c'est ça qui revient dans le discours, parce qu'ils disent que, ah, merci, ce film-là m'a sauvé, ce film-là m'a permis de trouver un sens. Et moi, ce film-là, ça a complètement changé la trajectoire de ma vie. Si je l'avais pas vu, peut-être, je ne serais pas là même là aujourd'hui. Si je l'avais pas vu. S'il n'y avait pas cinéma et que j'avais pas vu ce film-là et tout, je ne serais même pas là sur YouTube en train de vous faire des vidéos là en ce moment. Je serais même pas là. Je serais même pas là. Et c'est pour ça que ce film-là, et de raconter ça de raconter ce thème-là dans un film de super-héros réaliste qui parle en même temps, qui est en même temps dans les codes
il y a les codes du drame familial parce que il y a du drame familial, il y a un peu du thriller un peu, surtout la scène un peu la scène de l'orange, du psychopathe en orange là et tout, c'est une scène de thriller aussi. C'est fondamentalement magnifique. Et ce film-là, je le dis, c'est un film qui m'a sauvé la vie. C'est pas pour rien que dans la chaîne que j'ai créée, c'était la première vidéo que j'ai faite. Mais comme je voulais pas introduire un peu aussi beaucoup de choses, je m'étais dit toujours que j'allais refaire un peu mieux un peu et expliquer mieux un peu quel était un peu ce film-là. Il y a aussi beaucoup de choses qui étaient géniales par rapport à ce film-là. D'abord, j'avais expliqué même ça déjà à un autre sujet là, le point de Dieu. Je crois que c'était ça, le point de Dieu là. Ce sujet-là, si vous l'avez pas vu, bon, je vais un peu encore l'énumérer ici. Il y a des plans qui sont complètement géniaux, qui rappellent un peu les plans des comics un peu. Par exemple, ce plan là où il prend le plan de haut là. Ça rappelle un peu, ça fait référence un peu au personnage de super-héros qui surveille la ville en hauteur. Le fait qu'il a la vision. Et moi, ça m'avait marqué à l'époque. Pourquoi Shyamalan n'utilise pas un point de vue normal? Pourquoi il utilise un point de vue en hauteur? Et je m'étais rendu compte que, en fait, il est comme un peu les personnages de super-héros qui ont un peu un point de vue de Dieu où il surveille la ville. Vous voyez Spider-Man qui surveille New York en l'air, Superman qui surveille Metropolis en l'air, Batman qui surveille le truc. Il mettait aussi ce point de vue-là de Dieu qui était incroyable et il a fait une référence subtile justement par rapport à ça. Et plein, plein d'autres, plein d'autres références aux trucs de comics, mais globalement, c'est un chef-d'œuvre vraiment de l'histoire du cinéma. C'est vraiment un classique de l'histoire du cinéma. La trilogie qu'il a faite après, que ça soit avec Split, qui est un excellent film, qui est déjà un excellent film sans même qu'il soit connecté à Unbreakable, mais qui soit un excellent film déjà en termes de thriller, et qui est pour moi déjà aussi le premier film de son genre, parce que oui, c'est un psychological thriller horreur, mais déguisé, qui est un déguisement d'une origin story de super vilain, comme vous le savez. Pour ceux qui ont vu Split, ils sauront un peu de quoi je parle, et qui a été vraiment pour moi le premier film d'origine story de vilain avant Joker, en fait. J'aime souvent même envie de dire, l'idée de Joker même est venue de ce film-là, de Split-là. Parce que quand Night Shyamalan a fait ce film-là, il était, je pense, le premier à Hollywood à avoir fait une origin story complètement dédiée à un vilain. Et c'est après là que Hollywood a voulu surfer un peu sur la vague parce que le film a été un succès surprise aussi, ce film-là. Split-là. Le troisième film, Glass, il est un peu beaucoup plus décevant. Parce que je pense qu'il n'a pas eu le temps de développer beaucoup ce qu'il voulait faire un peu comme idée. Et aussi, c'est la première fois qu'il faisait une suite et M. Night Shyamalan ne fait jamais de suite de film. Ça, c'est pas son fort. M. Night Shyamalan, c'est toujours quelqu'un qui est capable d'écrire sur une page blanche des personnages qu'il a déjà, des personnages sur une page blanche. Mais c'est pas quelqu'un qui est capable d'écrire une continuité de personnages et ça s'est senti un peu dans Glass qui était un peu bancal et qui même avec le temps, ça fait déjà 5 ans que je l'ai truc et que je l'ai revu encore dernièrement, j'ai dit scénario est un peu bancal, ça avait tout, il y avait beaucoup de choses prometteurs, mais toute là je discuterai de ce film là avec un ami un jour parce que je prévois faire aussi un spécial live sur la saga de la History 177 trilogie comme on l'appelle maintenant, et développer un peu en profondeur une discussion avec mon ami Aina aussi, avec qui on est des fans absolus un peu de ce film-là. Sincèrement, si vous l'avez jamais vu Unbreakable, c'est au risque de me répéter, j'aime beaucoup me répéter, c'est un chef-d'œuvre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez le regarder. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je pense qu'il faudra le regarder. Et pour ceux qui sont fans de films de super-héros, essayez un peu de tenter de regarder ce film-là. Je pense que ça pourra vous surprendre un peu par sa profondeur et par sa bande-son incroyable, fait par James Newton Howard et par la justesse aussi de son écriture et de l'interprétation des personnages de l'interprétation des personnages fait par Bruce Willis et par Samuel L. Jackson.
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.